Bien le bonsoir et merci de nous rejoindre pour Info Magazine. C'est un témoignage exceptionnel que nous vous invitons à partager aujourd'hui. Paul Sobol est né en juin 1926, issu d'une famille ouvrière d'origine juive polonaise. Il a survécu à la déportation des Juifs de Belgique. En juillet 1944, Paul Sobol a fait partie, avec ses parents, sa sœur et son jeune frère, du dernier convoi qui a quitté la caserne d'Ossin en direction d'Auschwitz. En août 1945, il a participé aux marches de la mort et il a réussi à s'enfuir. Il a fondé une famille, comme il le dit, c'était sa meilleure vengeance sur les nazis. La semaine dernière, ce passeur de mémoire est venu témoigner devant les élèves de l'Institut des Arts et Métiers de la Louvière. Pendant les 10 premières minutes de son histoire et de son exposé, Paul Sobol a même demandé aux étudiants de fermer les yeux, histoire de mieux s'imprégner de ce témoignage incroyable. Info Magazine a réalisé la captation de cet échange, un reportage proposé et réalisé par Didier Devos et Pascal Auvertus. Voyez, ou plutôt écoutez. Je m'appelle Paul Sobol. Je suis né à Paris le 26 juin 1926, dans une famille très simple. Je savais que mon père venait de Varsovie. Il avait quitté sa famille en 1920. Ma maman avait quitté un petit village russe. Ils se sont connus à Paris en 1920. Et c'est comme ça que je suis né à Paris, en 26. Quand j'ai eu 1 an et demi, mon père a décidé de venir vivre en Belgique, à Bruxelles, pour mieux gagner sa vie. Parce que mon père était un ouvrier, comme mon papa, comme mon grand-père. Il n'était qu'un ouvrier. Je savais que j'étais dans une famille juive, mais comme on n'était pas du tout religieux, ça n'avait absolument aucune incidence. D'autant plus qu'à cette époque-là, il n'y avait pas du racisme comme aujourd'hui. Donc, ça n'avait aucune incidence sur moi. En 1940, un événement, c'est la guerre. Les Allemands occupent la Belgique et on s'installe dans cette occupation. Mais pour moi, 40, c'était autre chose, 140. J'avais 14 ans. Et à cette époque-là, voyez-vous, à cette époque-là, il n'y avait pas d'obligation pour les jeunes d'aller à l'école jusqu'à 18 ans comme aujourd'hui. Mais les Allemands se sont occupés de nous. Quand je dis nous, c'était les Juifs, quoi. Vous savez, qu'on soit religieux ou pas, ils s'en foutaient. Ils savaient simplement l'origine, c'est tout. Alors, mon père était inscrit, toute la famille. La famille, c'était quoi? Mes parents, moi j'étais l'aîné, j'avais une jeune sœur de 2 ans plus jeune, et un petit frère de 4 ans plus jeune. On était 5. Il a fallu mettre un signe distinctif sur ces vêtements pour montrer notre appartenance. Et c'est comme ça que ma maman m'a cousu sur ma veste une étoile jaune. Et pour moi, je vous dis que je prenais ça au second degré. Dans la bande de copains où j'étais le seul à avoir une étoile jaune. Et tous les copains me considéraient comme le shérif de la bande. On ne voyait pas, voyez-vous, le danger que cela pouvait apparaître. On était jeunes. Mais en 1942, les Allemands ont commencé à faire des rafles. Ils ont bouclé des quartiers entiers à Bruxelles, à Liège, à Anvers. Et ils ont arrêté des familles entières. Et un beau jour, on a pris les quelques meubles qu'on avait sur une charrette à bras. Et hop, on a disparu. Disparaître, vivre clandestinement, ça demande beaucoup d'efforts, surtout pour moi. Il fallait que je rompe les ponts avec mes amis, parce que j'allais pas dire « Ça y est, voilà, je vais aller me cacher, voilà mon adresse ». Non. Et c'est comme ça que, bon, j'ai vécu. Et puis alors, le dimanche était consacré au patinage à glace. Et là, j'ai rencontré un groupe de jeunes de mon âge, 16-17 ans. Tous très bons catholiques d'ailleurs, parce qu'ils étaient en pension. Et puis, ils m'acceptent dans leur groupe. Et là, il y avait des filles et des garçons. Et puis, il y avait une jeune fille qui était seule, et moi j'étais seul aussi, donc on s'est rapprochés, on a formé un couple dans ce groupe. Mais vous savez, à cette époque-là, en 1942, c'était très fleur bleue, c'était pas comme aujourd'hui, donc on s'embrassait bien, mais on se tenait par la main, mais ça s'arrêtait là. Le 6 juin 1944, un événement, le débarquement en Normandie.
Et nous qui étions cachés depuis 2 ans, vous pensez bien, on avait une toute petite radio, on suivait ça avec intérêt. Et puis ce débarquement réussit et ils avancent. Malheureusement, le 13 juin 1944, en pleine nuit, la Gestapo entoure la petite maison où on était cachés et elle arrête toute la famille. Le 26 juin 1944, c'est mon anniversaire. Mon père est appelé au bureau et puis il revient avec un petit colis. Il dit, c'est pour toi, c'est pour moi. Et je regarde, effectivement, c'était de mon amie Nelly. Donc on se connaissait depuis 2 ans. Et un beau jour, ne me voyant pas, un dimanche ne me voyant pas, elle ne s'est pas inquiétée plus que ça, mais le dimanche après, ne me voyant toujours pas, alors là, elle s'est dit, mais enfin, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, elle savait plus ou moins où j'habitais. Mais jamais je lui avais donné mon adresse, parce que même si on s'aimait bien, ne fût-ce que par prudence, mais elle savait plus ou moins. Alors elle a questionné des gens, etc. Elle a appris comme ça qu'une famille juive avait été arrêtée de la Gestapo, amenée à Malines. Et pour mon anniversaire, elle est arrivée là-bas, croyant me rencontrer. L'interdiction. Elle a pu remettre le petit colis, qui avait été ouvert, bien sûr. Mais, miracle, au fond de la boîte, il y avait une petite photo d'elle. Et pour moi, c'était extraordinaire de savoir qu'à l'extérieur de cette prison, quelqu'un pensait à moi. Le 31 juillet 1944, rassemblement dans la cour, il commence à appeler les noms. Et ma famille a été désignée, parce que les SS avaient quand même réussi à faire un train de wagons de marchandises. On nous a embarqués donc à 40 à 50 par wagon, avec un seau d'eau pour les boissons, avec un cube, un seau pour les besoins, et puis c'était tout. On avait pris avec notre petite valise, un peu d'aliments qu'on avait, etc. Donc voilà, combien de jours on allait partir, on ne savait pas. Moi je suis dans le train, j'ai un crayon, un bout de papier, et j'écris à mon ami, cher Nelly, voilà, on est déporté vers les pays de l'Est, on ne sait pas où, mais on est plein de courage, je reviendrai. Et je signe, et je mets son nom et son adresse. Et ce papier, voyez-vous, je le laisse tomber par les fentes du plancher de ce wagon, et ce papier tombe entre les rails sur le ballast. Eh bien, figurez-vous qu'un cheminot qui a travaillé sur cette voie a trouvé un papier et dit, tiens, il y a une adresse. Il l'a mis dans une enveloppe, il a mis l'adresse, il a mis des timbres. Et quand je suis rentré d'Allemagne, j'ai appris que Nelly avait reçu ce message. Et moi, j'avais sa petite photo. La 3e nuit, le train s'arrête définitivement. Les portes du wagon s'ouvrent. Je suis ébloui par des projecteurs et des voix, des hurlements, en allemand, Schnell, Rose, très vite, faut sortir. Alors vous savez, quand vous avez passé comme ça 3 jours et 3 nuits dans un wagon comme un animal, hein, donc à 40, 45, vous savez, vous dites, vous comprenez pas où vous êtes, vous sortez hébété, etc. Donc vous dire que... Et puis alors, on nous fait comprendre qu'on doit laisser notre bagage au pied de ce wagon et on nous pousse en avant comme si on était un troupeau. Les essais sont occupés à séparer les femmes des hommes. Ils mettent les femmes à gauche, les hommes à droite. Mais ça se fait très vite. Et là, j'ai vu les premières brutalités, parce que devant moi, il y avait un couple, monsieur, madame, avec des petits-enfants. Et comme on devait rester en famille, pourquoi est-ce qu'il allait se séparer de sa femme et ses petits-enfants? Et alors, un SS est arrivé avec sa matraque, a commencé à le battre jusqu'au moment où il lâchait prise et l'a rejeté vers les hommes. Et pour moi, ça a été dramatique aussi. Pour quelle raison j'aurais dû embrasser ma maman pour lui dire adieu? Brutalement, elle a été mise à gauche avec ma sœur. Moi, j'ai été mis à droite avec mon père. Je ne l'ai même pas embrassé et je ne l'ai plus jamais revu. Puis quand tout ça a été fait, ils ont poussé le groupe des hommes encore en avant et il y a eu une nouvelle sélection. Ils ont mis à gauche les tout vieux, les tout jeunes. Mon jeune frère, il avait 14 ans, il a été mis à gauche. Moi, j'ai été mis à droite avec mon père. Mais pourquoi? Mais tout ça sans explication, tout ça se faisait très vite. Et si vous mettiez une réclamation ou quelque chose, les matraques se levaient pour vous taper. Et puis alors on a fait quelques centaines de mètres, on est arrivé devant un bâtiment tout en longueur. Et nous étions au début d'août, il faisait chaud. Et avant de rentrer dans ce bâtiment, ils nous ont donné l'ordre de nous déshabiller tout nus. Alors on s'est regardé, pourquoi tout nus? Mais les matraques se levaient.
Il fallait obéir directement. Alors moi, en tant que bruxellois, j'avais quand même appris le flamand. C'était pas ma langue maternelle, mais je comprenais quand même. Et l'allemand a quand même des similitudes avec le flamand. Mais mon père parlait allemand parfaitement. Il dit, il faut se déshabiller, il faut se déshabiller. Alors je me déshabille et moi j'avais cette petite photo de Nelly dans ma poche. Alors je l'ai pris, je l'ai plié en 8 et je l'ai mis dans mon poing droit. J'étais tout nu, donc quand je suis rentré, j'ai été surpris. J'ai vu des hommes avec un curieux costume rayé gris et bleu. Moi, ça m'a fait penser à des bagnards. Hein, j'avais lu Lucky Luke, etc., donc les Dalton, j'ai dit, c'est des bagnards. Mais il y en avait un qui était assis sur une table. Il m'a pris par la nuque, sans explication. Il avait une tondeuse en main, il a commencé à me tondre tous les cheveux de la tête, la boule à zéro. Puis en dessous des bras, le pubis, tous les poils du corps. Et puis alors, comme si j'étais rien, il m'a rejeté vers un autre de ces bagnards, qui lui avait un seau, il y avait un détergent dans ce seau, et avec une brosse, il m'a passé partout, on m'avait tendu. Et puis toujours sans rien dire, on m'a rejeté dans la file. Et alors presque en courant, on est passé dans une pièce, il y avait de l'eau qui tombait du plafond, on n'a pas reçu de savon, pas d'essuie, rien du tout. Et puis en courant, je suis arrivé dans une autre pièce où il y avait quelques tables, il y avait chaque fois derrière chaque table un SS et un de ces bagnards. Et on me met devant une de ces tables et on commence à me questionner. Je dois donner mon vrai nom, mon vrai prénom, mon âge, mon lieu de naissance, et puis la profession, que je dis étudiant. Et je vois que le SS inscrit ça dans ce registre, et ça correspond à un numéro. Alors le bagnard qui se trouve à côté de l'SS prend mon bras gauche, il a une pointe ou quelque chose dans ses mains, et il trempe dans de l'encre, et très rapidement, il me met dans la chair de mon bras gauche ce numéro, B3635. Je ne comprends pas pourquoi on me marque là comme un animal qui va aller à l'abattoir. Je ne comprends pas. Et puis, on me rejette dans la file de prisonniers. Et en courant, on passe devant d'autres bagnards qui ont derrière eux des piles de vêtements. Ils prennent au hasard comme c'est un truc, et puis finalement on me jette une veste, un pantalon, un caleçon, une liquette, une chemise, et puis pour finir, une sorte de béret, bonnet. Et je me sens en pile sous mon ventre, et je cours, et je suis sorti de l'usine. Et nous sommes toujours en pleine nuit. Et j'essaie de reconnaître les autres, mon père sans ses cheveux, les autres. Mais très vite, les matraques se lèvent, schnell, schnell, très vite, il faut s'équiper avec ce que vous avez reçu. Alors je regarde les vêtements que j'ai reçus et je ne comprends plus rien du tout. C'était des vêtements de bagnard, rayés, gris et bleu. Pourquoi? Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi on m'avait marqué comme un animal pour aller à l'abattoir? Pourquoi maintenant on me donne des vêtements, on me transforme en bagnard? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour subir tout ça? Mais très vite, les matraques se lèvent, il faut s'équiper. Et alors, on s'habille tous. Et ce bonnet, on doit le mettre sur sa tête, on doit le porter. On nous met en rang par 3. Et puis on fait 2-3 kilomètres, toujours en pleine nuit. Tout ça s'est passé tellement vite. Et puis on est arrêté par des fils de fer barbelés. Il y a deux réseaux de fils de fer barbelés. Sur l'une des réseaux, il y a des panneaux blancs avec des têtes de mort, avec un éclair. Donc je suppose qu'il y a de l'électricité là-dedans. On est arrêté par un portail. Au-dessus du portail, il y a une inscription. Arbeit macht frei. Arbeit macht frei. En tant que petit bruxellois connaissant le flamand, je comprends qu'arbeit veut dire travail. Frei veut dire libre, mais je ne vois pas le rapport entre travail et libre. Mais le portail s'ouvre, tout le groupe rentre, on nous amène devant un de ces bâtiments, et je vois qu'il y en a pas mal. Nous sommes toujours en pleine nuit. On nous fait rentrer dans un de ces bâtiments, on nous fait monter au premier étage, ils ouvrent une porte, tout le groupe rentre dans une pièce où il n'y a strictement rien, il n'y a pas de mobilier, il n'y a rien du tout. Tout le groupe rentre, et puis ils referment la porte, sans explication. On ne sait pas où nous nous trouvons, et ce qu'ils ont fait de nous, des bagnards, pour quelle raison, tout ça. Et nous sommes toujours en pleine nuit. Alors bon, excédés par ces trois jours de transport, par cette transformation, séparation de nos femmes, etc., on se couche par terre pour dormir.
les portes s'ouvrent. Les SS rentrent avec leur matraque accompagnés de, moi je veux dire, les vrais bagnards. Nous ne sommes pas des vrais bagnards, on a juste reçu un costume. Mais eux, ce sont des collaborateurs des SS. Pourquoi? Enfin, on ne comprend pas. Mais eux, ils ont des bâtons. Et alors commence l'éducation. Comment devenir un bon esclave, obéissant aux ordres en allemand, connaissant tous son nouveau nom, parce que le B36 qu'on a mis dans ma chair, c'était mon nouveau nom dans les camps. B36, 35. En allemand, il fallait le connaître en allemand. Et avec ce bonnet, qu'ils appelaient Mützen, il fallait apprendre à saluer les SS sans les regarder dans les yeux. Et aussi, les collaborateurs des SS, qu'on a appris que c'était des capots. Et ça, c'était à coups de bâton, à coups de matraque, etc. Il y avait tout un drill. Debout, couché, à genoux, couché, à genoux. Quand on était couché, il marchait sur nous. Quand il y avait une tête qui était passée, il tapait dessus. Il fallait que l'on comprenne que nous n'étions plus des êtres humains normaux, mais des Untermensch, comme ils disaient, des moins que les hommes, rien du tout. Et ça durait pendant 1 heure, 2 heures, debout, couché, etc. Saluer, 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 c'est mutilaf, mutilaf, mutilaf. Et puis à un certain moment, on voit arriver des prisonniers. Et rien que à leur attitude, on voit que ce sont des esclaves, que ce ne sont pas les capots, les collaborateurs des SS. Et ils portent une grande bassine avec un liquide brun qui fume. Et il y en a un autre qui a toute une série de gamelles à moitié rouillées. Alors les capots disent, tous l'un derrière l'autre, c'est la pause café, on se regarde. Parce qu'effectivement, on n'avait rien reçu à boire, rien reçu à manger. Ils prennent une de ces gamelles, ils mettent 2 louches de ce liquide. Et ils donnent une gamelle à 5 prisonniers. Comme on a dû se mettre très rapidement en file, je n'étais pas avec mon père ou avec quelques copains que je m'étais fait à Malines, mais avec des gens de mon transport, mais que je ne connaissais pas spécialement. Donc, on était là tous les 5 à se regarder en chien de faïence. Qui est le premier qui va laper ce liquide comme un animal? Tout ça a été calculé par les SS pour nous humilier, nous dégrader, nous faire comprendre que nous n'étions plus les êtres humains normaux, mais des Untermensch. La majorité des prisonniers étaient des Juifs de toute l'Europe. Parce qu'il y avait d'autres signes. Notamment à Auschwitz, la hiérarchie donc des signes commençait par les triangles verts. Triangles verts, c'était des droits communs. Donc, en fait, les SS, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient tout simplement sorti des prisons de toute l'Europe, les assassins, les criminels, vraiment la lie, et leur avaient dit, voilà, vous allez avoir une promotion, vous allez aller dans un camp de concentration, mais c'est vous qui allez diriger ces camps. C'était des triangles verts, et c'est ce qui étaient les capots, les collaborateurs des SS. En dessous, il y avait les triangles rouges. Les triangles rouges, ça voulait dire que c'était un type qui était arrêté pour la politique. Mais ça, il y en avait très très peu en 1944. Au début, quand le camp s'était ouvert, bien sûr, il y avait beaucoup plus de politiques, etc., mais ils étaient tous morts. Donc il y en avait très très peu. Et puis en dessous des triangles rouges, il y avait des triangles noirs, c'était des saboteurs, il y en avait très peu non plus. Et puis alors il y avait des triangles mauves, c'était des témoins de Jéhovah. Puis il y avait des triangles roses, qui étaient des homosexuels, etc. Donc je veux dire que, vous savez, la solution finale, c'était la réunion que les SS ont eue en 1942 pour décider donc de l'extermination totale de tous les Juifs d'Europe, mais pas seulement des Juifs, des tziganes, des homosexuels, etc., des témoins de Jéhovah. Tout ça devait être éliminé. Le train entier rentrait dans le camp. Et nous avons été débarqués sur les quais qu'ils appelaient la rampe. Et c'est là que les premières sélections ont été faites. Les femmes à gauche, les hommes à droite. Et puis dans chaque groupe, ils ont encore fait des sélections. Et par exemple, chez les femmes, ils ont mis à gauche les grands-mères, les mamans et leurs petits-enfants, etc., toutes les jeunes, etc., jusqu'à 10, 12, 13 ans. Et mon père m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vois ce qu'on fait avec nous, on veut devenir des esclaves, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les autres qu'ils ont mis à gauche? Alors le tailleur a dit d'entre ses dents, ils se sont évadés par la cheminée. On n'a pas compris ce que ça voulait dire. Mais par après, on a très vite compris. En fait, finalement,
les SS disaient à tous ces gens qu'ils avaient mis à gauche, voilà, vous allez rentrer dans un camp, mais il y a le typhus, donc vous devez passer la désinfection et une douche. Vous voyez, il y a des camions là avec la Croix-Rouge. Ceux qui ne savent pas marcher peuvent prendre les camions. Et effectivement, on les emmenait dans une pièce qui était le vestiaire. Et il y avait des crochets au mur avec des numéros, et il y avait des bancs. On dit voilà, maintenant vous prenez un crochet, vous mettez tous vos vêtements là, mais vous devez vous souvenir du numéro. Et puis on les emmenait dans un autre local qui était la douche. Et il y avait effectivement des pommeaux de douche. Pourquoi est-ce que vous voulez que les gens se méfient de ça? Bon, mais quand ils étaient tous rentrés, on fermait les portes. Et alors, des pommeaux de douche, c'était pas de l'eau qui tombait, mais c'était du gaz, du cyclone B. Et tous ceux qui étaient rentrés dans ces douches, soi-disant douches, étaient morts après 20 minutes. Et alors les portes s'ouvraient de l'autre côté. Et il y avait un commando spécial de prisonniers qui les tirait dehors. Parmi ces commandos spéciaux, il y avait des coiffeurs qui récupéraient tous les cheveux des femmes et des hommes. Et puis il y avait des dentistes qui arrachaient toutes les dents en or parce qu'il fallait récupérer tout. Et puis il y avait des médecins qui examinaient le corps des femmes pour voir s'il n'y avait rien caché dedans. C'était ça Auschwitz, c'était ça Birkenau. Et puis alors ils prenaient ces cadavres, ils les montaient par un monte-charge dans la salle des fours. Il y avait toute une batterie de fours et ça fonctionnait 24 heures sur 24. C'était ça Birkenau. Alors, comment le croire? Comment le croire? Nous étions bien sûr dans le camp, Auschwitz numéro 1, mais nous n'avions pas vu, nous n'avions rien vu. Comment le croire que on amenait des gens de toute l'Europe, des familles entières avec des femmes et des bébés, simplement pour les gazer et les brûler? Un jour, il demande à un menuisier, je lève la main. Bon, ils prennent mon numéro, hein, B3635. Et on me fait sortir de la quarantaine, et je vois l'étendue du camp, etc. Et on m'amène au bloc numéro 7, au bâtiment numéro 7. Mais on fait 300-400 mètres, et on arrive à un bâtiment, et alors on descend dans les sous-sols, là le capot ouvre une porte, et puis on rentre dans une pièce où il y a quelques machines, quelques établis, etc. Et puis il m'indique une place. Et je m'installe. Bon, j'ai accepté d'être menuisier, donc je suis curieux de voir ce qu'on va me donner. Et puis finalement, on ne me donne rien. Alors, je suis intrigué. Et je regarde les autres, et surtout les autres sont occupés à travailler. Et alors, je regarde à ma droite, et je vois qu'il y a un prisonnier qui doit être un menuisier, puis il fait des petites boîtes. Très bien faites, hein. Je me dis, non, de Dieu, si je dois faire ça, moi je suis pas capable. C'est avec des tenons, des mortaises, enfin, etc. C'était vraiment un travail professionnel. Moi, j'ai bien fait un petit truc, mais c'était comme amateur. Je dis, oui, c'est très bien, mais moi, je suis pas capable de fabriquer ces boîtes. Alors, je me dis, je vais prendre dans mes tripes ce que je sais faire. Parce qu'il faut risquer, puisque j'ai risqué jusque maintenant, je dois risquer encore. Et je me fais comprendre par ce vrai menuisier, et j'obtiens ce que je veux. Un petit pinceau avec un peu de peinture de couleurs différentes. Et je prends de ces petites boîtes bien faites, polies, blanches, etc. Et je commence à faire un petit paysage autour, je fais une petite grille. Et je suis occupé, mais le vrai menuisier, il voit pas exactement ce que je fais. Il croit que je suis occupé à saloper son boulot. Alors il va chez le capot, et je les entends parler entre eux, et je vois arriver ce grand gaillard ukrainien avec son bâton déjà levé pour me fracasser la tête. Il arrive chez moi, il m'arrache des mains ce que je suis occupé à faire, et il regarde. Et je vois qu'il est intrigué. Et il regarde, il me regarde. Et puis il me remet ça, et il me tape sur l'épaule, et il me dit en allemand, Weitermachen, continue. Et là j'ai compris que j'avais sauvé ma peau. Parce que ce que lui avait compris, il s'était dit, mais merde, ce gars qui m'arrive là, il est bien, il va me faire gagner beaucoup plus de cigarettes, parce que de vendre des boîtes blanches, hein, c'était pas mal, mais vendre des boîtes décorées, etc., il allait pouvoir les vendre plus cher. Donc j'étais devenu rentable pour le capot. Il se foutait bien mal des SS. Le 18 janvier 1945, en pleine nuit, ils nous réveillent. Et ils nous ont jetés sur les routes. Parce que tout simplement, les Soviétiques avaient commencé leur offensive qui allait les amener jusqu'à Berlin. Et alors là, c'était un grand pagaille parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça arrivait si vite. Donc, ils ont jeté tous les prisonniers qui savaient marcher sur les routes. C'est ce qu'on a appelé par après les marches de la mort.
Et c'était vraiment ça. Et on les a amenés de nouveau, ils avaient constitué un nouveau train de wagons de marchandises. Et là, on nous a embarqués, mais on ne nous a pas 40. On était 100 ou 110 par wagon, debout, tous debout, comme des sardines, coincés les uns contre les autres. Et puis alors, ils ont fermé les portes. Parce qu'il y avait tellement de prisonniers venant des pays de l'Est, que si vous voulez, il fallait qu'ils... Et puis quand le train était chargé, il est parti. Alors je ne vous raconte pas ce qui s'est passé dans ces wagons. Mais vous savez, parmi nous, il y en avait qui étaient en fin de vie, donc les jambes ne le supportaient pas, ils se sont laissés glisser, ils ont été écrasés par les autres, etc. On a été transportés comme ça pendant 6 à 7 jours. Ils n'ont jamais ouvert les portes. Puis ils nous ont emmenés en camion vers un camp, des baraques. Et puis il y avait de nouveau ces chalets. Il n'y avait que ça. Donc sur 3 niveaux. Mais on n'a pas reçu un lit par personne, on était 2 par... Tellement qu'il y avait du monde, tête bêche. Et là nous avons appris que nous étions arrivés à Dachau. Dachau qui était le premier camp qui a été créé en 1933 par les nazis. Et puis après un certain jour, ceux qui savaient se lever, on nous a nourris un peu mieux, on nous a amenés en camion dans le sud de Munich, dans les forêts. Parce qu'en janvier 1945, les SS pensaient encore gagner la guerre, avec les nouvelles armes, les V1, les V2, mais comme l'Allemagne était bombardée, alors ils construisaient des usines souterraines dans les forêts. Et c'est comme ça que nous amenés dans les forêts, où ils construisaient une usine souterraine, mais nous étions les esclaves. Et nous, là, on a dû travailler comme des esclaves, on a porté des rails de chemin de fer, porté des sacs de ciment, fait du terrassement, etc. Et c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'en avril 1945. On entendait le canon au loin. Et puis alors ils nous ont sortis de la forêt. Il y avait de nouveau un train de wagons de marchandises. Leur intention était de nous ramener donc au nord, à la maison mère, à Dachau. Et puis alors, je ne sais pas ce qui s'est passé lors d'un bombardement, j'ai eu l'occasion de m'évader du train. J'ai été donc recueilli par un curé qui lui alors m'a confié à des soldats français. Et c'est que le 1er mai 1945, l'armée américaine qui avançait, qui a pris ce petit village, nous allons le libérer. Nous avons donc pu sortir. Mais la guerre ne s'est terminée que le 8 mai. Mais nous étions toujours en Allemagne. Comment rentrer chez nous finalement? Tout était désorganisé, les rails, les chemins de fer, tout était désorganisé. Alors on a attendu que finalement on a vu arriver une voiture française avec des officiers qui venaient faire un relevé de tous ceux qu'il fallait rapatrier. Donc ils ont pris le nom des prisonniers de guerre français, ils ont pris le nom de mon nom aussi, comme étant né à Paris, tu es français, et puis voilà. Et puis j'en ai attendu encore quelques jours, et puis ils ont envoyé les camions, et puis les camions ont arrivé finalement, on est arrivé en train à Charleville-Mézières. J'étais voir la Croix-Rouge française, je leur ai expliqué mon cas, et la Croix-Rouge française m'a fait passer la frontière comme un colis, elle m'a remis à la Croix-Rouge belge, et la Croix-Rouge belge m'a amené à Bruxelles, à la gare du Midi. Mais moi j'étais à la gare du Midi, j'étais là. J'ai dit, où est-ce que je peux aller? On n'avait plus rien. Moi j'attendais le retour de mes parents. Et j'ai téléphoné à un de mes copains, je dis voilà, je suis rentré, mais est-ce que tu peux m'héberger pendant quelques jours, le temps que mes parents reviennent? Oui, oui, viens. Et voyez-vous, c'était des fils de commerçants, de bourgeois, enfin d'une classe sociale différente de mienne. Et Nelly, c'est la fille du libraire. Et le copain où j'ai été donc hébergé, c'était le fils de la mercerie, juste à côté. Voilà, donc moi je suis rentré à Bruxelles et je ne sais pas où aller. Je me suis hébergé par cet ami et qui est le fils de la mercerie, et j'ai Nelly, mon amie, qui est à côté. Et j'apprends qu'elle s'est engagée à la Croix-Rouge, elle a voulu absolument savoir ce que j'étais devenu. Donc moi je suis là, j'attends le retour de mes parents, et mes parents ne reviennent pas.
Et avec Nelly, ça allait toujours bien. Donc, on avait 20 ans tous les deux, on se fréquentait toujours, mais ses parents n'étaient pas d'accord. Ses parents, voyez-vous, n'étaient pas d'accord de voir leur fille fréquenter un jeune qui rentrait d'Allemagne, qui n'avait pas de parents, etc. Et qui avait un boulot peut-être, mais enfin on ne sait pas quoi. Et en plus, il est d'origine juive, donc et alors non. Nous, on veut que notre fille se marie en blanc et à l'église. Alors Jacques May dit, ah, c'est tout, ce n'est que ça. Eh bien, d'accord, il dit, si ce n'est que ça, je vais m'en occuper aussi. Et alors il est revenu chez moi, il m'a dit, voilà, j'ai vu les parents de Nelly, ils sont d'accord. Ah, c'est très bien. Oui, mais il y a un petit problème. Oui, lequel? C'est que Nelly doit se marier à l'église et en blanc. Je dis, oui, alors, quel est le problème? Mais ça va pas, lui. Parce que, toi, tu peux pas aller à l'église, tu n'es pas catholique. Pour te marier, pour qu'elle se marie en blanc avec quelqu'un, il faut qu'il soit catholique. Ah, je dis, bon, et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a peut-être une solution, il dit. Tu vois, il y a la JOC, donc dans le bâtiment de la JOC, il y a une chapelle. Et 2 fois par semaine, il y a un curé qui vient. Et ce curé, il fait des baptêmes d'adultes. Si tu aimes vraiment Nelly, tu n'as qu'à te faire baptiser catholique, et alors la solution sera trouvée. Alors je dis, ce n'est que ça? Oui, ce n'est que ça. Et c'est comme ça, voyez-vous, qu'on s'est marié à l'église en 1947, parce que je suis devenu catholique. Et donc, voyez-vous, depuis 1947, j'ai vécu avec Nelly pendant plus de 65 ans. Et alors on me posait la question si j'ai fait une famille. Oui. En 49 j'ai fait mon fils. En 51 j'ai fait ma fille. Et puis eux-mêmes ils ont fait 3 petits bébés. Donc je veux dire que j'ai maintenant une famille. Donc c'est ma vengeance contre les nazis qui voulaient nous détruire. Et voyez-vous, je suis toujours là. Témoignage incroyable qui sort de l'entendement, évidemment. Alors notre citation du jour affirme « Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur ». Elle est de Winston Churchill. Sur ce, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir l'année prochaine, le 8 janvier 2014, et notre premier magazine de l'année nouvelle sera consacré aux amateurs de manga. Sur ce, bonne fin, excellent début et restez curieux de tout. Au revoir.